Alors, chers amis traders, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous voyez cette émission. Mon nom est François Ablé, je suis donc le responsable de la structure éducative et informative du GSTA, donc Global Structured Academy, que vous retrouvez la plupart du temps sur les réseaux sociaux, à travers donc la chaîne YouTube et la page officielle de Facebook, et aussi mon pseudo sur Twitter et également TradingView, qui est Frank Belfort, où donc j'écris souvent des articles et j'interviens en postant donc des scénarios sur les différents marchés majeurs que vous avez l'habitude de suivre. Voilà. Donc, merci encore pour de suivre cette intervention sur aujourd'hui qui va porter donc sur les facteurs clés, d'accord, de la prochaine direction, les prochaines directives que la Fed, donc la Fed à travers le FOMC, va décider donc de sa politique monétaire. Vous savez que ça sera une décision cruciale, d'accord, prévue pour le mercredi 31 juillet. Et elle va bien sûr se concentrer sur des facteurs que nous allons voir aujourd'hui, donc les indicateurs macroéconomiques clés, pour pouvoir établir sa politique. Bien sûr, nous allons regarder seulement qu'une partie parce que bon, nous ne sommes pas la Fed et nous ne sommes pas là pour décider non plus à sa place, mais il y a des éléments qu'on va voir aujourd'hui qui vont être pris en compte dans leurs décisions et ça serait intéressant pour vous en tant que trader indépendant, ceux qui suivent les membres du GSTA et tout ça, d'avoir une idée donc du biais et aussi de le confondre à votre propre idée. Parce que le but aussi n'est pas simplement de juste regarder ce qui se fait, mais de se forger sa propre idée pour pouvoir intervenir. Vous savez que depuis un certain moment, je communique beaucoup sur la politique monétaire au niveau des différentes banques et tout ça. Je donne mon point de vue. C'est dans l'unique but de vous amener à non seulement connaître ma position, mais aussi de faire de vous créer vous aussi votre propre opinion afin de pouvoir bénéficier des opportunités certainement sur les marchés financiers. Ok? Donc, on va parler aujourd'hui de deux choses. Donc, on va parler bien sûr de ces facteurs macroéconomiques puisque la banque, la Fed a toujours dit elle s'en fiche complètement des pressions qu'elle subit du gouvernement américain, c'est-à-dire de Donald Trump, ou également de tout ce qui est, on va dire, l'enjeu géopolitique qui entoure justement la question du contrôle des taux d'intérêt, d'accord? Elle se fie uniquement aux données macroéconomiques. Donc, elle a souvent parlé de reliable for the macroeconomic data. Donc, ils sont, we are data dependent. Donc, ça veut dire qu'ils sont plus concentrés uniquement sur les facteurs macroéconomiques, d'accord? Donc, on va regarder ces indicateurs macroéconomiques. Il y en a à peu près 5, d'accord? Il y en a 5 vraiment qui vont être vraiment cruciaux pour l'établissement de la politique monétaire américaine et également la ligne directrice qu'elle va prendre au vu des prochaines échéances, d'accord? Et puis, pour finir, je vais donner mon point de vue sur la nouvelle nomination de Christine Lagarde qui anime un peu le débat en ce moment, d'accord, sur les marchés financiers et à travers, disons, les réseaux sociaux, d'accord? Donc, on va aller rapidement étudier donc, les indicateurs macroéconomiques. Alors, j'ai donc... j'utilise donc la plateforme Trading Economics qui est, rien à dire, parfait pour tout ce qui est analyse fondamentale et analyse macroéconomique. Donc, je vais étudier, on va regarder donc l'évolution du taux de croissance à partir des... Attendez. Donc, le GDP, je crois qu'il c'est quelque part ici. GDP. Je l'avais tout à l'heure. Alors, voilà, il est là. Alors, on va prendre celui des États-Unis, bien sûr, puisque c'est le pays par excellence. Hein, donc, attendez, je vais revenir ici. Je pense que c'est lui qui est là. Et on va prendre États-Unis. Voilà. Ok, donc moi je vais prendre l'année de référence. Donc je prends le graphique en ligne. Voilà. Donc pour année de référence, je vais prendre 5 ans. D'accord? Les 5 dernières années sur les marchés financiers. Donc au niveau de la croissance globale aux États-Unis, vous voyez que sur les 5 ans, pourquoi je prends 2014 comme année de référence? C'est parce que c'est à partir de 2014 que la Fed a communiqué clairement ses envies de
bien sûr arrêté avec le QE, même si ça a été juste de la communication et de manière effective, ça n'a pas été le cas. Je prends 2014 comme année de référence, donc ça prend en compte donc, les 5 dernières années pour voir un peu la vision court-termiste de l'évolution de ces indicateurs macroéconomiques, parce que ça compte beaucoup au niveau de la perception du marché, donc comment est-ce que les acteurs voient l'établissement ou l'évolution des marchés financiers par rapport aux différentes mesures, non seulement des mesures inflationnistes ou des mesures monétaires, macroéconomiques qui ont été prises depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi je prends donc cette année de base, d'accord? On voit très bien que sur 5 ans, le taux de croissance aux États-Unis est plus ou moins stable, d'accord? On a accéléré fortement en frôlant quasiment les 5,5% de taux de croissance trimestriel, d'accord, de growth rate, donc c'est per quarter, donc ça dit c'est par trimestre, et on voit l'évolution, d'accord, et ça semble être, on va dire, quasiment neutre. La moyenne se situe aux alentours des, comme vous le voyez, entre les 3 à 4%, d'accord. Donc le sommet qu'elle a déjà fait, c'était ici en 2018, je pense que c'était dans le mois de... on peut le voir ici, si c'est mentionné. Je pense que c'était dans le dernier trimestre passé, d'accord, où on avait eu un taux de croissance, pardon, pas le dernier trimestre passé, mais en fait, en 2018, donc l'année passée, mais dans le trimestre de 2018, on avait eu un pic aux alentours de 4%, d'accord, 4,1%, je me rappelle bien. Donc, on voit très bien que, de façon globale, le taux de croissance est quasiment neutre, d'accord. Et si la Fed doit se fier sur cet élément-là pour pouvoir comment dire, établir sa politique monétaire, a priori, il ne devrait pas avoir d'hausse de taux d'intérêt cette année, parce que si les acteurs majeurs pressent pour deux coupures c'est-à-dire de 2 fois, de couper les taux 2 fois cette année, d'accord, c'est ce que en général le marché presse. Si la Fed se fie donc sur uniquement le taux de croissance, l'évolution du taux de croissance, il n'y a pas donc besoin de pouvoir couper les taux d'intérêt, parce que on va dire, aux alentours de la moyenne de la fourchette du taux de croissance qui est situé entre 3,3 à 4%, d'accord, de taux d'intérêt, taux de croissance, pardon. Ok. Donc, au niveau du GDP, il n'y a pas de péril à la demeure, sauf que de 2014 à 2019, on est relativement stable, d'accord? On le voit très bien ici. Alors, si on passe bien sûr à un autre indicateur macroéconomique, on va prendre par exemple l'ISM manufacturier, donc ISM Purchasing Manager, ouais, on va prendre celui-là, voilà. On le regarde encore pour sur d'abord la dernière année, donc sur un an, donc de janvier 2018 à janvier 2019, on voit très bien qu'on est en déclin. Et d'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, il y a eu une publication justement du rapport de l'ISM manufacturier. Vous savez que l'ISM, c'est en fait l'indicateur c'est un indicateur qu'on appelle de business confidence. Donc c'est comme un indicateur qui fait partie qui mesure en fait le niveau d'activité, d'accord, du secteur des services, d'accord, aux États-Unis, qui est un des plus gros secteurs de l'économie, qui aussi fait partie également de la même trempe comme l'indice des activités manufacturières qu'on va voir bientôt, c'est-à-dire le PMI. Donc celui-là, il s'agit du ISM. Mais c'est la même institut, donc l'Institut de Michigan, qui fait donc qui réalise ces études-là. Et on voit très bien que le secteur justement des services, qui est un des plus gros secteurs aux États-Unis, est donc en déclin, d'accord. Donc de janvier 2018 à janvier 2019, on voit que la courbe est descendante, d'accord. Si on prend sur les 5 dernières années, on voit très bien que on est aussi relativement stable, mais depuis 2018, d'accord, on voit qu'on est en train on est en plein déclin, d'accord. Donc l'ASM manufacturier est sorti en déclin, d'accord.
De façon globale, depuis 2014 jusqu'à maintenant, on est relativement stable, d'accord? Parce qu'on voit très bien que le pic a été fait en début d'année de 2018 et après on a commencé à descendre. Et le plus bas, le creux, a été fait en 2016, d'accord? Qui était aux alentours des 48 points. Là, on se situe à 52 points, d'accord? Donc, on est au-dessus, certes, du dernier creux de 2016, mais on est largement en dessous du pic qui a été fait aux alentours des 61. Vous comprenez? Ok, donc ça fait déjà deux indicateurs macroéconomiques qu'on a. Donc, taux de croissance relativement stable, PMI, ISM qui est aussi en déclin sur la dernière année, donc de 2018 à 2019, mais relativement stable depuis 5 ans. On va prendre, bien sûr, pour troisième indicateur macroéconomique, on va regarder les salaires, d'accord? Le wage growth. Donc, je pense que c'est celui-là qui, où c'est, attendez, donc average hourly, voilà. Voilà, c'est celui-là. Bon, lui, il n'y a rien à dire, hein. La courbe est quasiment abrupte, hein. Sur la dernière année, donc de 2018 à 2019, on voit que les salaires ne font que monter. C'est curieux parce que on a eu beaucoup de turbulences au niveau des indices. Les indices ont beaucoup corrigé à cause justement de l'augmentation brusque des salaires. Et on voit que, bien sûr, au niveau du marché du travail, la courbe des salaires, on va dire, est relativement comme une pente, d'accord? Même sur les 5 dernières années, donc de 2014 à 2019, on voit très bien qu'on est quitté pratiquement de 20,5 à 23,5, d'accord? Donc ça, c'est le prix du travail, d'accord? Pour ceux qui font un peu d'économie du travail, ils savent que le coût du travail, il y a un prix. Donc quand on parle de salaire horaire moyen, c'est-à-dire c'est le prix du travail associé donc au secteur du marché du travail, d'accord? Donc c'est un indicateur très important. Il va falloir le suivre aussi pour demain parce qu'il risque de faire bouger s'il est encore augmenté ou bien il est attendu relativement stable. Cela peut donc affecter l'évolution du taux de croissance, pas du taux de croissance, mais des indices majeurs, pardon, des indices, le S&P et Nasdaq et tout ça, d'accord? Donc, c'est pas mal ça. Alors, on va regarder également en quatrième, bien sûr, l'incontournable, donc le CPI, donc l'indice de l'inflation. Donc, lui, c'est vraiment l'incontournable. On a mis ici, donc, voilà. Donc, CPI États-Unis. Voilà. Donc, l'inflation, d'accord, au niveau des États-Unis. Donc, sur un an, on voit bien que l'inflation est en hausse, d'accord, est nettement en hausse. On a eu une période de stabilisation, une longue période de stabilisation sur les 6 derniers mois, c'est-à-dire d'octobre à octobre 2018 à janvier 2019, on a eu une stabilisation et après on a eu un bond. Ok. Si on prend donc sur les 5 dernières années, on voit nettement que le coût de la vie a fortement augmenté, d'accord, était plus ou moins stable de 2014 à 2016, d'accord, et après on a eu une accélération autour à partir du pointage ici qui est représenté en axis ici, d'accord, donc à partir de début 2016, donc février 2016, on a eu une forte accélération pour se situer maintenant aux alentours des 255. On est quitté à partir des 237 à peu près, d'accord? Donc, l'inflation est en hausse, alors que on a bien vu que le taux de croissance, d'accord, donc le GDP, ne suit pas justement l'évolution de l'inflation, d'accord? Et vous savez qu'en économie, généralement, quand l'inflation ne suit pas la croissance, c'est un réel problème, d'accord? Et c'est ça qui est en fait le dilemme de la Fed. J'avais déjà écrit là-dessus, donc du coup, le fait que l'inflation ne suive pas le taux de croissance, c'est pour ça qu'on est obligé à chaque fois de restimuler c'est-à-dire de faire donc d'adopter
des politiques monétaires accommodantes pour amener les gens à dépenser encore plus, donc parce que c'est la consommation qui va stimuler donc l'élan inflationniste pour pourquoi pas faire juguler donc le taux de croissance qui doit suivre nettement avec l'évolution de l'inflation, comprenez? Donc ça c'est bien sûr la loi de Arthur Hawken, d'accord, qui est un économiste américain. Donc on n'a pas eu de, on voit pas donc le taux de croissance ne suit pas bien sûr l'inflation, et surtout dans la dernière année, donc on voit ici de janvier 2018 à janvier 2019, on voit très bien que l'inflation est en nette hausse. Par contre, le taux de croissance, si je reviens rapidement au niveau du taux de croissance, donc c'était GDP, d'accord, ici, vous allez voir que dans la dernière année, attendez, j'ai un problème ici, attendez, hein. Donc, taux de croissance, voilà. Bon, je sais pas pourquoi ça gèle. Attendez, hein. Alors, growth rate, ici. Voilà. Vous voyez, on est plus ou moins stable. Bon, ce n'est pas la pente abrupte qu'on a vue au niveau de l'inflation, c'est plutôt une sorte de, voilà, de up and down, d'accord? On a eu une forte accélération ici au niveau de mars-avril 2018, après une forte correction, après encore une nouvelle élan d'accélération. Donc certainement ce décalage ici, ça a été causé par bien sûr la guerre commerciale qu'on a avec la Chine, d'accord, qui perdure. Et sur les 5 ans, on voit bien qu'on n'a pas vraiment fait grand chose. On est plus ou moins resté stable, d'accord, par rapport à la courbe, la courbe abrupte de l'inflation qui est donc très significative. Vous comprenez? Donc, voici les indicateurs sur lesquels la Fed va se baser pour pouvoir prendre une décision au niveau de la politique monétaire, donc sa décision du 31 juillet. Et on va dire le constat, il est quasiment neutre, hein, parce que on a un ISM qui est relativement stable, le PMI. Est-ce qu'on a regardé le PMI? Je ne pense pas. On a vu pour l'ASM. Attendez. Donc, je vais revenir donc, ici. Donc, ISM manufacturier. On avait vu que c'était plus ou moins stable ici. Voilà. Ah, pardon. Lui, il était en déclin. Donc, il reste maintenant le PMI. D'accord. Donc, le PMI manufacturier. Voilà. Voilà. Le PMI aussi manufacturier est en déclin. OK? Donc, sur la dernière année aussi, c'est pareil. Donc, on a un fort déclin. Et sur les 5 ans, on est relativement aussi stable. D'accord? Mais on semble être quasiment au point bas de 2016. C'est-à-dire qu'on est arrivé quasiment au point bas. Quand on regarde de 2014 à 2000, on va dire 2019, c'est aussi stable. Hein. On est quasiment au même niveau de son ancien plus bas qui était en 2016. D'accord. Donc février-mars 2016, on a fait son point bas ici qui était aux alentours des 51. Là, on revient également aussi à ce même niveau, à 50,5, 51, vous comprenez? Mais on a eu aussi un déclin qui a commencé aussi en 2018, donc il y a un an de cela, à partir des 57 points. C'est quasiment la même observation sur l'ASM manufacturier qui était aux alentours des 61, 62, qui avait aussi chuté brutalement, mais de façon globale, il est resté plus ou moins stable, vous comprenez? Donc, les indicateurs macroéconomiques ici sont très significatifs. Le PMI manufacturier qui mesure le secteur manufacturier, donc les activités manufacturières, est quasiment relativement stable, mais plus en déclin depuis
2018. Même observation au niveau de l'ASM, donc au niveau du secteur des services, qui est un des plus gros secteurs de l'économie, y compris aussi le secteur manufacturier. Même observation, il a commencé également à chuter fortement depuis 2018, donc jusqu'à maintenant. Donc la dernière année, de façon très court terme, on est en déclin, mais de façon sur les 5 dernières années, on est plus ou moins stable et on semble toucher donc le point bas des années précédentes, c'est-à-dire de 2016. Au niveau de l'inflation, il est en hausse. Le taux de croissance, il est relativement stable, d'accord? Et puis aussi, donc, les autres indicateurs sont également aussi pas si mauvais que ça et ils sont relativement stables. Donc, voilà pourquoi mon point de vue, il est clair. Moi, personnellement, je ne m'attends pas à ce que la Fed touche les taux d'intérêt cette année, comme je l'avais déjà écrit et aussi communiqué assez souvent, ou si elle doit le faire, c'est peut-être d'enlever les taux au moins une seule fois, mais au moins une seule fois cette année, certainement de 25 points de base, d'accord? Mais 25 points de base est très significatif dans la mesure où actuellement on se situe aux alentours des 2,25 à 2,50 comme fourchette. Je pense qu'on a 2,50, d'accord? Moi, c'est toujours dans la fourchette de 2,25 à 2,50. Et baisser les taux de 25% est très significatif. Peut-être qu'elle va le baisser peut-être de 15 points de base, on a déjà vu ça, mais je ne m'attends pas nécessairement à vraiment relever deux fois, à baisser deux fois les taux d'intérêt cette année parce que au vu de l'observation sur les indicateurs macroéconomiques, on voit très bien qu'on est plus ou moins stable, d'accord? On peut rapidement regarder aussi le NFP, d'accord, les chiffres de création d'emplois, qui est un chiffre en fait qui correspond exactement à la conjoncture économique, tout comme le taux de croissance. Donc, ce sont des indicateurs clés. Le non-farm payroll, voilà, ici. États-Unis. Donc, vous voyez, la courbe est très stable. Donc, sur la dernière année, on est quasiment dans un range. Vous voyez, donc c'est comme des fluctuations et on est quasiment, on est loin de janvier 2019 où on avait fait un record de création de 300 000 créations d'emplois. D'accord? Là, on est quasiment en chute libre pour aller toucher quasiment le point bas qui était, je pense, en avril 2019, où on avait fait une création de 55 000 de création d'emplois, d'accord? Et en regardant donc sur les 5 dernières années, c'est pareil, d'accord? Vous voyez, c'est que c'est c'est un range complet, d'accord? Donc, les chiffres sont là, les indicateurs macroéconomiques aussi sont là. Il n'y a pas donc on va dire, de réel... il n'y a pas on va dire, de feu, de péril à la demeure. La Fed a assez de marge de manœuvre pour continuer sa politique monétaire de neutralité. Ça va dépendre demain également de ce qui est attendu au niveau des non-farm payroll. Si on a un chiffre qui est très significativement mauvais, ça peut donc, on va dire, conditionner la Fed à pouvoir baisser les taux d'intérêt plus vite que prévu, d'accord? Mais si on a des chiffres qui sont plus ou moins stables ou légèrement supérieurs à l'attente, d'accord, je ne m'attends pas à ce que la Fed, bien sûr, puisse effectuer des changements au niveau de la réunion du mercredi 31 juillet, qui est une réunion qui est très attendue, d'accord? C'est une réunion très cruciale pour l'établissement et l'évolution de la politique monétaire future sur l'ensemble des marchés, en particulier dans le marché américain, vous comprenez? Donc, on va voir ici rapidement calendrier de marché. Donc, non-farm payroll, vous voyez, c'est attendu, on attend demain à une prévision de 171 000. Précédemment, c'était de 75 000, donc c'est attendu à meilleur que prévu, d'accord? Et quand c'était attendu à 60, quand c'était le consensus était à 160 000, il est sorti à 75 000, d'accord? Donc, pour demain, il est attendu à 171 000. Le précédent était à 75 000, d'accord? Et il était sorti à
160 000 comme consensus, vous comprenez? Donc, on va voir demain ce qui va se passer ici dans la case actuelle. On va voir donc si on rejoint le consensus ou bien on rejoint l'estimation ou bien on bat l'estimation, d'accord? Toujours est-il qu'on fera mieux que les chiffres précédents parce que c'est quasiment le double de ce qui était, de ce qui est attendu et de ce qui a été fait, d'accord? Donc, voilà pourquoi je ne suis pas très, on va dire, baissier sur les indices, d'accord? Donc, vous savez que j'ai déjà publié une série d'articles là-dessus, une série de vidéos, de commentaires. Et personnellement, je ne m'attends pas donc à ce que la Fed baisse les taux d'intérêt, baisse de 2 fois les taux d'intérêt, maximum une fois, et même encore là, ça va dépendre bien sûr des chiffres. Et si on a un chiffre, comme je vous ai dit, la stratégie de demain, pour ceux qui sont également, qui me suivent, je serai bien sûr en live NFP demain, mais pour ceux qui vont trader durant le NFP, la stratégie sera de savoir est-ce qu'on va aller au-delà de 171 000 ou pas, d'accord? Ou bien rester entre 171 000 et 160 000, vous comprenez? Et que ce soit au niveau du consensus ou au niveau des prévisions, ce serait beaucoup mieux que le chiffre précédent, à moins d'une énorme surprise où les NFP sortent à, par exemple, une création de 70 000 ou 50 000 créations d'emplois qui ferait donc, qui affecterait beaucoup, donc, on va dire, non seulement les marchés, les indices et tout ça, et également qui va aussi conditionner la politique monétaire future de la Fed, d'accord? Alors, avant de finir donc ce point de vue, un dernier mot donc sur la nomination de Madame Christine Lagarde, d'accord? Christine Lagarde qui est bien sûr à l'image de Jerome Powell, une ancienne avocate qui s'est convertie en banquière, banquière privée, banquière d'affaires. Et elle a donc elle a été ministre des Finances sous le gouvernement de M. Nicolas Sarkozy de 2007 à 2011, je crois. C'est une dame qui est parmi les tops hein, au niveau du leadership, surtout féminin. C'est une grande technocrate, d'accord. Elle a dirigé le FMI, bien sûr. Et donc, je vois le débat là-dessus en disant est-ce qu'elle va être en mesure de pouvoir assumer le rôle de Mario Draghi donc au niveau de la BCE. Moi, personnellement, je trouve que la question ne se pose pas. C'est une question qui ne fait pas de sens parce que Christine Lagarde a suffisamment le background nécessaire pour pouvoir guider et faire son travail au niveau de la Banque centrale. Donc, ce n'est pas au niveau de sa capacité à remplacer Draghi, mais c'est plutôt au niveau de la manière, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va ou dans quelle politique elle va orienter la zone euro, vous comprenez? Parce que Draghi, c'était quelqu'un qui était adepte des politiques monétaires non conventionnelles. Jusqu'à preuve du contraire, Christine Lagarde n'a jamais communiqué clairement sur sa vision monétaire. Elle s'est toujours prononcée sur les questions de budget, d'économie publique, les questions de développement, de relations internationales, les questions on va dire, croissance mondiale, croissance globale, les questions sur les pays émergents et même récemment, même les questions qui entourent, on va dire, l'acceptation des crypto-monnaies dans le domaine financier au sens large, d'accord? Mais elle ne s'est jamais prononcée sur les politiques monétaires, d'accord? Je n'ai jamais entendu quelle est sa vision monétaire, d'accord? Donc, c'est là-bas où il peut y avoir une surprise. Mais moi, personnellement, je ne m'attends pas à grand chose. Je m'attends à ce qu'elle continue le travail de Draghi, d'accord? Parce que, bon, si vous étudiez un peu l'historique des présidents de la BCE depuis Wim Duisenberg, qui était hollandais, d'accord, qui a eu le premier mandat, puisque en général, les mandats des banquiers centraux européens durent entre 5 à 8 ans, d'accord? Donc, jusque-là, il n'y a eu seulement que 4 présidents, d'accord? Christina Lagarde sera la 4e. Depuis Wim Duisenberg, en passant par Jean-Claude Trichet, d'accord? Et Draghi et maintenant Christina Lagarde, c'est toujours des gens, bien sûr, qui ont été économistes au FMI ou bien qui ont travaillé dans les grandes institutions à Washington ou bien
à New York, donc qui connaissent bien le secteur financier, l'économie financière américaine, donc qui sont capables de comprendre justement tout ce qui est les enjeux macroéconomiques qui entourent les différents pays, on va dire, alliés aux États-Unis. Donc, c'est le système financier nord-américain qu'ils maîtrisent le plus. C'est ceux-là qui sont souvent promus au poste de la Banque centrale, ce qui est curieux. C'est-à-dire de façon globale, sur les 4 derniers présidents qui vont présider donc la Banque centrale, il y a eu sûrement qu'un seul qui était, on va dire, qui était vraiment un président qui n'a jamais été au cœur d'un système économique et financier américain ou nord-américain, qui était donc Jean-Claude Trichet, d'accord? Qui a été, je crois, trésorier public, responsable du trésor public en France et tout ça, vous comprenez? Donc, c'est clair, c'est ciblé, ce n'est pas... Il s'agit de pouvoir mettre les gens qui sont, on fait dire, qui sont là pour favoriser une politique plus assoupissante et qui est plus, qui concerne plus directement, parce que vous savez que l'effet mécanique au niveau de l'euro versus le dollar, il est important, parce que récemment, on a vu le président américain Donald Trump qui était vraiment n'est pas content, visiblement qui était fâché après Mario Draghi d'avoir continué à faire continuer un QE, un stimulus, ce qui faisait donc gonfler mécaniquement le panier de devises par rapport au dollar, alors que Donald Trump veut un dollar très faible pour être plus compétitif avec la Chine, vous comprenez? Donc, ces présidents que j'ai cités ont été toujours, sur les 4, 3 d'entre eux ont toujours été au sein de, on va dire, au cœur du système financier nord-américain, vous comprenez? Excepté Jean-Claude Trichet. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que la plupart de la présidence du poste de banque centrale est souvent contrôlée par des Français, d'accord? Il y a eu beaucoup de Français, même au niveau des vice-présidences. On a eu Christian Noyer, bon, on a aussi l'Espagnol Luis de Guindos, Constancio qui est là aussi. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de Français au niveau de la BCE. J'aurais voulu que ce soit un Allemand, d'accord? Angela Merkel avait pesé de son poids pour mettre quelqu'un à la banque centrale comme le nouveau boss, et elle avait souhaité que ce soit un Allemand, parce que vous savez que les Allemands sont vraiment fatigués de cette histoire de QE, mais malheureusement ça n'a pas été le cas, d'accord? Le nom de Jens Weidmann circulait beaucoup, mais il n'a pas été finalement choisi. Celui qui a été choisi, ben, vous connaissez, c'est Christine Lagarde, qui faisait partie, qui est en fait ancienne fonctionnaire au Fonds monétaire international, vous comprenez? Les Allemands veulent vraiment contrôler la banque centrale pour s'assurer d'avoir une politique monétaire bullish, d'accord? Et je ne pense pas que ça intéresse vraiment, on va dire, l'establishment nord-américain d'avoir une politique monétaire haussière. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, mon biais sur l'euro n'a pas changé, d'accord? Je ne crois pas à ce que Christina Lagarde va adopter une autre posture différente que celle de Draghi. Je pense qu'elle va juste continuer le travail qui a été déjà amorcé, et on a avec elle au moins pour 5 ans, ou non, pourquoi pas 8 ans, parce qu'en général leur mandat se situe entre 5 à 8 ans. Et je crois que l'euro, sur le moyen long terme, risque de baisser aux alentours des 1,05, 1,07, 1,05, avant de reprendre certainement un nouveau chemin haussier, d'accord? Parce qu'on est dans un canal. Si on met rapidement l'euro-dollar ici, on va voir rapidement avant de clôturer donc cette intervention. Donc l'euro-dollar ici, voilà. Donc vous voyez l'euro-dollar, donc depuis, bon, on n'a pas toutes les données ici avec CM6, il s'arrête ici, mais sinon on est vraiment dans un long canal, baissier, hein, canal de latéralisation. Et vous savez que en termes de figure technique, tant qu'on ne sort pas de ce canal, on est baissier, hein. Donc vous voyez c'est directionnel. On semble se latéraliser ici, mais
je m'attends à ce que l'euro arrive quelque part ici, d'accord? Au dernier point bas qui sont aux alentours des 1,05, 1,04, d'accord? Ici, avant de reprendre certainement une nouvelle envolée haussière, d'accord? Et n'oubliez pas aussi que le seuil qui est ici au niveau des 1,07, 1,08, c'était le seuil, on va dire, qui a été initié lorsque Draghi, justement, commençait à parler de réduction de leur balance de paiement, c'est-à-dire balance sheet shrinking, où on avait commencé donc à diminuer la planche à billets qui alimentait donc ce hélicoptère money. Et c'est en ce moment-là que l'euro avait commencé clairement à monter pour aller toucher le seuil de 1,25 et après donc rechuter. D'accord? Donc, pour moi, tant qu'on est dans ce canal baissier, je crois que sur le moyen et long terme, l'euro sera baissier. Je ne pense pas que Christine Lagarde va changer quelque chose, à moins vraiment d'une grande surprise. Mais sinon, si elle est là, donc si elle est à la tête aujourd'hui, ça ne sera pas un hasard, d'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Désolé encore si ça a été long. Donc pour demain, sur les NFP, soyez attentifs, ne vous exposez pas. Si vous n'avez pas trop de vision claire sur les marchés, moi je serai en live bien sûr sur la chaîne YouTube. Bon, pour ceux qui veulent assister, vous êtes les bienvenus. Et je vais donc regarder donc l'USD4 pour voir quelles seraient les opportunités à venir. Donc c'était donc François Abbé pour le Gestia Canada. Merci encore d'avoir suivi ce point de marché. À plus tard. Au revoir.